commençons tout de suite par faire un point macroéconomique de la situation des marchés financiers actuellement. Et pour cela, nous avons le plaisir d'échanger avec Alexandre Tavadzi. Bonjour Alexandre Tavadzi. Bonjour. Vous nous accompagnez en duplex dans Smart Bourse. Vous êtes responsable CIO Office et recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management. On va revenir ensemble sur cette saison des résultats. Une saison des résultats qui est porteuse de meilleures nouvelles qu'attendues au niveau des entreprises. On en est au début. On a vu un certain nombre de publications, que ce soit en France ou aux États-Unis. Si on regarde aux États-Unis, dans un premier temps, cette saison des résultats meilleure qu'attendue, couplée à une production industrielle légèrement meilleure qu'anticipée également pour le mois de septembre. Est-ce qu'on peut penser, Alexandre Tavadzi, que l'économie américaine est finalement un peu plus résiliente que ce qu'avait pu anticiper le marché ? Oui, en fait, vous avez une économie à deux vitesses. Vous avez la partie de l'économie qui est très dépendante de l'évolution des taux d'intérêt, qui elle baisse. C'est essentiellement le marché résidentiel qui, lui, a des fortes baisses, puisque la hausse des taux d'intérêt se reflète directement sur les taux hypothécaires, ce qui, à quelque part, élimine presque la demande des consommateurs. Mais de l'autre côté, le fait qu'il y ait de l'inflation à hauteur de 8% permet aux entreprises d'augmenter leurs tarifs, et c'est ce que l'on voit de plus en plus. Les tarifs étant continuellement augmentés, ça permet au moins de supporter les chiffres d'affaires qui se traduisent ensuite par des meilleurs résultats. Et le problème pour la Réserve fédérale, c'est qu'on doit ralentir la deuxième partie ensemble avec la première partie. C'est qu'il ne faut pas que seulement le marché résidentiel baisse, parce que l'impact sur l'économie est relativement faible, c'est de l'ordre de 3%, mais il faut que le reste de l'économie ralentisse. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, ce qui implique forcément d'avoir encore d'autres hausses de taux d'intérêt qui sont aujourd'hui anticipées par le marché financier. Mais alors, pour autant, si les entreprises peuvent augmenter leur prix en bout de chaîne, elles subissent elles aussi des hausses de prix sur les matières premières, et donc elles constatent des tensions sur les prix des intrants. Finalement, on voit dans les résultats aujourd'hui qu'il y a quand même un pricing power de ces entreprises américaines qui peuvent répercuter finalement ces hausses de prix. Oui, la question est qui, puisque tout le monde n'y arrive pas. Si vous êtes un sous-traitant de deuxième zone, votre vie est très compliquée parce que vous faites face à l'augmentation des prix des entrants, mais vous n'avez pas soit la technologie, soit l'innovation, soit l'image de marque qui vous permet de reporter cette augmentation des tarifs sur vos clients. Donc pour l'instant, les marques qui ont réussi à le faire sont plutôt des marques liées à la consommation, qui ont une excellente image de marque, qui ont une très très forte image de marque, qui fait que quel que soit le prix finalement, quelle que soit l'augmentation que vous décidez de faire passer, notamment au secteur de la vente de détail, le consommateur va continuer à choisir votre produit au détriment des autres. Ceci dit, il faut faire attention puisque finalement, cette inflation est une contrainte également du côté des dépenses des ménages. Le cas peut être plus flagrant en Europe qu'aux États-Unis, qui fait qu'au bout d'un moment, vous êtes limité dans ce que vous pouvez continuer de porter en termes d'augmentation des tarifs, parce qu'à un moment donné, le consommateur dit stop, j'arrête, et c'est probablement ce à quoi il faut s'attendre. Pas forcément pour ce trimestre-ci, mais éventuellement pour les trimestres prochains. Alors, on a compris ce que vous nous dites, effectivement, Alexandre Tavadzi. Il y a deux réalités différentes dans cette économie américaine. Je voudrais quand même revenir rapidement sur ce chiffre de la production industrielle aux États-Unis qui progresse de 0,4%. Ça veut dire que si la production industrielle augmente légèrement, ça veut dire que la demande est toujours présente aux États-Unis, ou en tout cas pour une partie de l'économie. Oui, c'est exactement ça. La demande est toujours présente. La demande est aussi présente parce qu'il y a cette volonté de ramener aux États-Unis une partie de la production qui précédemment était en Asie. Donc ça crée également une évolution de la demande. Et puis il y a des entreprises qui doivent investir maintenant parce qu'elles font face à un problème de main-d'œuvre. Elles doivent normaliser ou améliorer leur outil de production. Ça nécessite de l'investissement et ça continue à nourrir cette demande en termes de production industrielle. Et par ailleurs, ça veut dire aussi que le taux d'utilisation des capacités est relativement élevé. Ça veut dire que les entreprises sont toujours à la recherche de trouver des collaborateurs pour pouvoir effectivement fonctionner dans cet environnement de demande qui reste soutenu pour l'instant. Alors, vous évoquiez effectivement le marché immobilier aux États-Unis qui, lui, peut partir un petit peu plus effectivement des hausses de taux de la Fed. Pour autant, quand on voit une saison des résultats qui commence bien, est-ce que, j'allais dire, une économie américaine qui semble plus résiliente en tout cas qu'une économie européenne, ça va continuer mécaniquement, ou en tout cas ça ne va pas freiner dans sa lancée de resserrement monétaire la Fed aujourd'hui, Alexandre Tavadzi? C'est exactement le contraire. La Fed veut absolument se retrouver dans une situation où l'inflation est contenue. Elle revient à un niveau avec lequel elle sera plus confortable. On part toujours d'un niveau de 2%, mais il est à parier que le niveau qui sera accepté par la Banque centrale sera légèrement plus élevé. Mais elle ne peut pas l'obtenir si on continue d'avoir cette économie à deux vitesses. Et toute la partie que nous venons d'évoquer qui reste en expansion économique, elle doit absolument le ralentir. Donc ça veut dire qu'on est en train de repousser dans le temps. Les résultats sont bons, l'économie tient.
Donc ça veut dire que la hausse des taux d'intérêt doit se prolonger probablement au-delà de 2022 pour atteindre les objectifs d'inflation que la Réserve fédérale est en train de se fixer. Et alors, en termes de taux terminal de la Fed, alors on peut lire qu'on on envisage peut-être un taux terminal qui irait jusqu'à 5%. Est-ce qu'un taux terminal, selon vous, à 5%, on se rapprocherait d'un taux définitif de la dernière ligne droite d'une hausse de taux de la Fed, ou c'est encore trop tôt, justement, du fait de la situation que vous évoquez, pour conclure sur le sujet ? C'est la question numéro un, la question que tout le monde se pose. Si l'on écoute le dernier discours de Jay Powell, qui est le président de la Réserve fédérale, lui a indiqué qu'il voulait des taux d'intérêt qui étaient au-dessus du niveau d'inflation sur l'ensemble de la courbe des taux d'intérêt. Donc ça veut dire que si, mettons, pour discuter à la fin de la première moitié de l'année prochaine, nous retrouvons une inflation qui pourrait baisser vers 4 à 5%, ce taux terminal de 5% correspondrait à l'objectif de la Réserve fédérale. Mais la Réserve fédérale va regarder les choses de façon dynamique, va regarder la rapidité avec laquelle l'inflation va baisser et va fixer ses taux directeurs en fonction de ceci. Et moins l'inflation baissera, plus la contrainte sera élevée pour continuer à monter les taux d'intérêt, pour atteindre cet objectif d'avoir un niveau de taux d'intérêt qui est supérieur au taux d'inflation. Le recul des prix du pétrole dont on entend effectivement que ça pourrait être une cause de recul de l'inflation aux États-Unis, avec potentiellement un retour sur 4 à 5% au milieu de l'année 2023. Ça n'est pas un élément suffisant aujourd'hui pour se dire que le taux terminal de 5% serait la fin d'une hausse de taux de la Fed ? Les prix de l'énergie sont la composante dynamique et cyclique de cette évolution de l'inflation, et ceux-ci vont baisser parce que si l'on reste au même niveau auquel nous sommes aujourd'hui, quand on va comparer 2023 par rapport à 2022, on aura une baisse relativement importante. Mais un tiers de l'indice des prix à la consommation, c'est les loyers. La façon dont sont calculés les loyers dans cet indice-là inclut une partie des loyers qui sont contractés aujourd'hui, mais une partie de l'historique. Et donc, vous avez un effet décalé dans le temps. Vous avez à peu près 6 mois d'écart entre l'évolution des loyers telle qu'elle est calculée dans l'indice des prix à la consommation par rapport à la réalité du terrain des nouveaux loyers. Donc, à partir du moment où nous commençons à voir une baisse des loyers dans le marché en réalité, ça veut dire qu'on doit attendre encore plusieurs mois avant d'avoir cet effet de baisse dans l'indice des prix à la consommation. Et le jeu ici, c'est de jouer sur ce décalage pour se retrouver effectivement avec un tiers de l'indice des prix à la consommation qui devrait commencer à baisser, mais probablement plus tard que les éléments cycliques que nous venons de mentionner, comme typiquement l'énergie. Alors, donc effectivement, on a compris que ça va durer un peu plus dans le temps. À quoi est-ce que vous vous attendez pour la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, par exemple, Alexandre Tavadzi, à une nouvelle hausse de taux ou à une temporisation avant une nouvelle hausse de taux ? Non, les 75 points de base sont presque assurés. C'est évident, si l'on écoute tous les discours des membres de la Fed, c'est le chiffre qui ressort le plus souvent. Et puis par la suite, certains membres de la Fed sont en train d'indiquer qu'ils seraient inquiets sur le fait qu'on pourrait resserrer de façon trop importante, parce qu'on a déjà des conditions financières qui sont en train de se serrer. Et donc la discussion, c'est autour du débat de l'effet décalé de la hausse des taux d'intérêt sur la conjoncture. Pour l'instant, comme nous le disons, la conjoncture reste bien soutenue, en tout cas dans une partie de l'économie, ce qui va inciter la Réserve fédérale de continuer à augmenter ces taux d'intérêt. Le risque est asymétrique. Aucun banquier central aujourd'hui ne veut être perçu comme celui qui a laissé l'inflation filer hors de contrôle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la tête des banquiers centraux, le fait de vouloir contrôler l'inflation prime sur toute autre considération, notamment macroéconomique. Quitte à avoir un impact beaucoup plus conséquent sur une partie de l'économie, et notamment américaine, et notamment sur le secteur immobilier, comme vous le mentionniez tout à l'heure. Vous avez parfaitement raison. Le problème auquel font face une majorité de banques centrales aujourd'hui, c'est que les intentions des gouvernements, pour la première fois depuis presque 15 ans, sont divergentes. Les gouvernements cherchent à éviter une récession importante. Donc l'action des gouvernements qui a quelque part de remettre du fiscal, c'est-à-dire de remettre un stimulus fiscal dans l'économie, vient quelque part contrecarrer la volonté des banquiers centraux qui est de ralentir cette économie le plus rapidement possible. Et la conséquence, c'est qu'on prolonge le cycle de hausse des taux d'intérêt pour atteindre finalement ces objectifs de maîtrise de l'inflation. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'investisseurs, devons également être plus patients pour arriver à la fin de ce cycle de resserrement monétaire. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous mentionnez effectivement la divergence d'intérêts entre politique et banque centrale. On l'a vu notamment au Royaume-Uni. Est-ce que l'exemple britannique laisse les coudées franches à la Fed et à la BCE aujourd'hui du fait de l'inadéquation d'intérêts entre politique et banque centrale ? Alors, le cas britannique est exactement le cas le plus extrême, puisque finalement, d'un jour à l'autre, vous avez un gouvernement qui décide de mettre en plan fiscal
qui représente entre 6 et 7% du PIB et qui a complètement contrecarré les vues de la Banque centrale. Donc d'une semaine à l'autre, vous avez une Banque centrale qui parlait d'augmenter les taux d'intérêt, de réduire l'encours de son bilan, c'est-à-dire de vendre des obligations pour normaliser sa politique monétaire. Une semaine après, cette même Banque centrale devait intervenir dans le marché pour stabiliser le marché. Donc en réalité, c'est un retour à la réalité. Ça permet aux différents banquiers centraux de voir l'effet éventuellement de décisions politiques sur leur politique monétaire, et c'est une contrainte supplémentaire du côté des banquiers centraux. Donc, eux doivent à quelque part s'ajuster à l'élément politique qui est une nouvelle donne aujourd'hui, puisqu'encore une fois, depuis 2008, depuis la faillite de Lehman Brothers jusqu'à récemment, les intérêts du monde politique et du monde monétaire étaient totalement alignés. Ça n'est plus le cas, et c'est donc une contrainte supplémentaire pour les banquiers centraux. Donc c'est une contrainte supplémentaire pour les banquiers centraux plutôt que d'être, j'ai envie de dire, une contrainte à prendre en compte pour le politique et donc une facilité pour les banquiers centraux. Alors le politique a ces contraintes que n'a pas le banquier central. Le politique aujourd'hui essaye à quelque part de conjuguer la situation actuelle et de faire que les ménages ont suffisamment d'argent pour pouvoir payer leur facture d'électricité, qui devient un problème absolument considérable, que ce soit l'essence également. Et du côté allemand notamment, on a annoncé récemment un plan qui se monte à 200 milliards d'euros, qui est absolument considérable. Et donc, ça veut dire qu'à quelque part, on prolonge la période pendant laquelle l'économie ralentit, alors que peut-être les banquiers centraux auraient voulu ralentir rapidement, regagner le contrôle de l'inflation le plus rapidement possible, pour éventuellement, en 2023, se permettre de relâcher un tout petit peu la pression. Mais la situation politique telle qu'on la voit aujourd'hui ne leur permet pas d'agir rapidement et veut dire simplement qu'ils vont devoir continuer à augmenter les taux d'intérêt de façon plus longue, de façon plus prolongée que peut-être ce qu'on le pouvait imaginer il y a encore 2-3 mois en arrière. Je vous propose de rester aux États-Unis, toujours, hein, Alexandre Tavadi, notamment. Donc, on a entendu la Fed, mais également le FMI ou le Trésor américain s'inquiéter d'une liquidité plus faible en ce moment, hein, sur les marchés financiers, avec en ligne de mire évidemment le marché obligataire, les bons du Trésor américain. Est-ce que ça peut constituer un risque aujourd'hui pour les marchés ? Ça l'aurait pu s'il n'y avait pas cette inquiétude des autorités aujourd'hui. Le fait qu'ils s'y intéressent et qu'ils s'inquiètent de cette situation-là est plutôt salutaire. Ça veut dire que du côté notamment du Trésor ou de la Réserve fédérale, il y a certainement des mesures de contingence qui sont prévues, il y a certainement des mesures d'augmentation de liquidité qui sont prévues également, si effectivement le marché devait ne plus réussir à traiter. Ce manque de liquidité vient de deux éléments. Premièrement, la réglementation, qui impose aujourd'hui à tout acteur financier de détenir comme collatéral énormément d'obligations du gouvernement pour pouvoir garantir la transaction. Mais également, ce sont les nouvelles normes de dotation de capital pour le secteur bancaire qui impliquent que les banques aient beaucoup plus de capital par rapport à la taille de leurs affaires. Et les banques américaines ayant 2 ans maintenant de crédit qui a été en expansion, ces banques-là arrivent aujourd'hui à la limite de ce qu'elles peuvent fournir en termes de liquidité au marché financier parce qu'elles sont contraintes en termes de taille totale de leur capital. Donc ces deux éléments-là font qu'on arrive dans une situation de faible liquidité, mais encore une fois, le fait que les autorités s'y intéressent et convoquent les principaux acteurs du marché indique qu'ils sont au courant de cette situation-là et prévoient certainement des mesures de contingence si la situation devait le requérir. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un tightening un peu moins fort que prévu de la part de la Fed s'il n'y avait pas suffisamment de liquidité sur le marché des obligations ? Ça se jouera probablement moins sur les taux d'intérêt, mais plus sur un aspect de liquidité. La Réserve fédérale peut intervenir dans le marché, peut racheter certaines de ses obligations pour fournir le marché en liquidité, fournir le marché en cash. On peut revoir éventuellement de façon réglementaire les règles prudentielles pour le secteur bancaire. Ce sont toutes des mesures que l'on peut mettre en place sans remettre en cause le resserrement monétaire par la hausse des taux d'intérêt, mais en fournissant plus de liquidité, ne serait-ce que de façon temporaire, au marché financier. Merci beaucoup Alexandre Tavadi de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable CIO Office et recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite.